Bonjour, je suis très content qu'aujourd'hui nous avons Karine Chemla qui va nous parler d'un titre qui m'intrigue un peu, les mathématiques comme une activité essentiellement écrite. Merci. Merci beaucoup Tim, merci beaucoup pour l'invitation qui me permet de partager des idées que je suis en train de développer. En fait, mon exposé va s'inscrire dans un programme de recherche que je développe en ce moment à l'Université d'Édimbourg sur l'histoire et l'historiographie du symbolisme mathématique. Mon objectif, c'est de repenser comment nous pourrions comprendre le symbolisme mathématique et, corrélativement, comment nous pourrions repenser son histoire. Je tiens d'entrée de jeu à remercier Agathe Keller, Tony Mallet, Min-Hyung Kim, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la première année de ce programme, puisque ce que je présenterai aujourd'hui repose sur les avancées que nous avons obtenues au cours de cette première année où nous avons examiné comment différents érudits, différents savants, se sont exprimés sur l'histoire du symbolisme mathématique, sur la manière dont ils comprenaient le symbolisme. Et cette première enquête m'a amené à reformuler le projet pour les prochaines années. C'est ça que je voudrais discuter avec vous aujourd'hui. Quand on voit deux pages comme ceci, on sait que ce sont deux pages de mathématiques, peu importe qu'elles soient l'une en chinois, l'autre en allemand. L'interprétation courante de ce qu'est le symbolisme mathématique peut être illustrée par ce que j'ai surligné en gris. Quelle que soit la langue dans laquelle ils écrivent, que ce soit le chinois, l'allemand, les mathématiciens, les mathématiciennes utilisent aujourd'hui la même manière d'écrire des formules. Cette formulation que je viens de faire est un tout petit peu imprécise, mais je ne peux pas m'attarder à la préciser. Ce point, en tout cas, est vrai. C'est au point que l'on reconnaît immédiatement qu'un texte parle de mathématiques, même si on ne comprend pas la langue dans laquelle ce texte est écrit. Par ailleurs, nous avons tous l'expérience du fait que si des mathématiciens ne parlent pas la même langue, ils peuvent malgré tout échanger en utilisant des inscriptions de ce type. La question que je me pose donc, c'est quelle est l'histoire de ce type de notation et des pratiques mathématiques qui lui sont attachées et comment ces notations sont-elles devenues partagées de la sorte. Une première manière de raconter cette histoire, j'ai choisi au hasard, nous est donnée par Édouard Biot. Il représente tout un ensemble de gens, je l'ai choisi, vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc Édouard Biot est quelqu'un qui a suivi des études de sciences, qui est devenu ingénieur au début du XIXe siècle, qui a été impliqué dans une entreprise de construction de chemin de fer jusqu'au moment où il en est expulsé et qu'il décide de se tourner vers les études chinoises. Dans cette maison, le Collège de France, un an auparavant, 1832, Stanislas Julien venait d'ouvrir des cours qui permettaient d'apprendre le chinois. C'est là qu'Édouard Biot va se former et c'est grâce à ses cours, grâce à ce mentor, qu'entre 1835 et 1850, date de sa mort précoce, il publiera sur absolument tous les sujets, depuis son cabinet, sur la Chine, depuis l'histoire jusqu'à la géographie, en passant par les sciences. Et dès 1835, il publie, en appendice d'un article de son père, le physicien Jean-Baptiste Biot, un premier texte sur l'histoire des mathématiques en Chine. À ma connaissance, c'est le premier texte qui n'est pas écrit par un missionnaire.
Il a trouvé dans les collections de la Bibliothèque royale un ouvrage de la fin du XVIe siècle en chinois. Il l'a étudié. Ce texte porte sur cet ouvrage. Et aujourd'hui, je me pencherai sur sa conclusion. Je lis, je cite, « Nulle part dans cet ouvrage, non plus que dans les ouvrages des Arabes et des Hindous, on ne trouve la notation par lettres employée symboliquement pour exprimer des quantités numériques comme nous le faisons aujourd'hui. Cette invention, qui fait véritablement la force de l'algèbre, est tout à fait européenne et due à Viette. » Fin de la citation. Donc vous voyez une historiographie en termes de l'Europe d'un côté, les Arabes, les Chinois, les Hindous comme un bloc de l'autre côté. Soit dit en passant, il a lu un texte chinois de mathématiques, existe à l'époque 2 ou 3 textes consultables en arabe de mathématiques et un livre, j'y reviendrai, qui donne des traductions de textes en sanskrit. Mais c'est un petit peu le genre de l'historiographie de ce type. On généralise sans aucun problème. Donc nous avons une opposition entre nous, les Européens, enfin, disons les Français, il y a quand même Viette, et l'Orient, les Chinois, les Arabes, les Hindous. Malheureusement, cette idée qui est publiée en 1835 est aujourd'hui toujours très courante. Donc une historiographie en termes d'une invention européenne qui va circuler à partir de l'Europe dans le monde entier. Ma première remarque, c'est que cette historiographie est profondément rétrospective. On définit le symbolisme comme ce que Viette a fait et on cherche dans le passé si quelqu'un avant Viette a fait ce que Viette a fait. C'est, nous allons le voir, de différentes manières, une des caractéristiques de l'histoire du symbolisme mathématique. La majeure partie de ces histoires sont rétrospectives de la même manière. Juste pour fixer les choses, que trouvons-nous chez Viette? C'est donc la publication de 1591 qui a été traduite en anglais comme appendice du livre de Jacob Klein, A Greek Mathematical Thought and the Origin of Algebra. Donc que trouve-t-on dans cette introduction à l'art analytique de Viette? Nous trouvons le fait que les constantes, je les ai suralignées en vert, sont représentées par des lettres A, B, G. Nous trouvons le fait que les inconnus sont également représentés par des lettres plutôt de la fin de l'alphabet. Ici, Z, j'ai surligné en violet. Les lettres renvoient à des grandeurs qui ont des dimensions. Donc ici, Viette indique que A a la dimension d'un plan. L'inconnu Z est de la dimension d'une ligne, donc c'est en l'élevant au carré qu'on obtient quelque chose qui est de l'ordre du plan. On peut diviser quelque chose qui est de l'ordre du plan par quelque chose qui est de l'ordre de la ligne. Vous voyez ici une division par G, ce qui permet, en ayant le plan A divisé par B, d'avoir quelque chose de l'ordre de la ligne qu'on peut ajouter à Z. La même chose pour la formule en dessous. Et le résultat est donné par ce que j'ai surligné en violet. Donc vous voyez qu'à gauche, quand on énonce l'opération, on utilise le mot adhérer, tandis que quand on formule le résultat, on utilise le signe plus. Donc il n'y a pas une symétrie entre les deux membres. Comme vous le voyez, dans la traduction qui a été publiée dans le livre de Jacob Klein que je citais tout à l'heure, déjà, la manière d'écrire a profondément changé, ce qui montre qu'il y a toute une histoire du symbolisme après Viette. Mais pour Édouard Biot, auquel je reviens,
tout ça commence avec Viète. Il y a une continuité à ses yeux entre Viète et ce qui suivra. Mais bien entendu, ce qui va m'intéresser, c'est que se passe-t-il avant Viète. Donc j'ai souligné, je reviens à cet énoncé d'Édouard Biot, j'ai souligné comment il prend comme référence ce qu'a fait Viète pour chercher dans le passé si, chez les Chinois, chez les Arabes, chez les Hindous, c'est sa manière de parler, on peut trouver quelque chose de comparable. Je pense qu'il est assez clair que la méthode est problématique. De façon générale, pour essayer de repenser comment on peut écrire une histoire du symbolisme mathématique, il est utile de se demander quels critères ont été avancés pour déterminer quelle notation relevait de cette histoire. Un autre point mérite l'attention dans cet énoncé. Vous voyez que Biot parle de la notation par lettres, puis, dans le deuxième paragraphe, il parle de l'application de cette notation en algèbre. C'est elle qui fait la force de l'algèbre. Mais vous voyez qu'il y a une distinction entre la notation en général et son application en algèbre. Nous allons voir, dans ce qui vient, que de façon générale, on a un très lourd poids de l'histoire de l'algèbre dans l'histoire du symbolisme mathématique, et nous allons voir d'autres manières d'articuler ces deux histoires. En 1835, quand Biot publie cet article, il existait déjà d'autres documents susceptibles d'infléchir son analyse. En 1854, Franz Wuebke publiera de nouveaux documents et résumera les connaissances sur le sujet. Et donc je vais le suivre pour regarder quels étaient les documents disponibles et quels sont les nouveaux documents qu'en 1854 il offre sur la question. Nous allons voir, dans l'historiographie que propose Wuebke 20 ans plus tard, que lui aussi s'appuie sur la manière dont Viète a écrit des entités avec des lettres. Donc Franz Wuebke a étudié les mathématiques et la physique à Berlin dans les années 1840. Alexander von Humboldt l'encourage à travailler sur l'histoire des mathématiques, ce à la suite de quoi, comme on sait très peu à l'époque sur les mathématiques en arabe, il va se mettre à étudier l'arabe. Il ira en Hollande, à Leiden, voir des manuscrits. C'est une bibliothèque à l'époque extrêmement riche en manuscrits scientifiques arabes pour des raisons historiques. Puis, il arrive à Paris, où il continue ses études d'arabe, de mathématiques, et où il commence à apprendre le persan et le sanskrit. C'est un érudit aux multiples publications absolument remarquables. Je vais uniquement évoquer son article de 1854, dans lequel il propose de nouveaux documents et il essaye de nuancer, dans certaines limites, vous allez le voir, l'histoire du symbolisme mathématique. Donc il récapitule, comme je l'ai dit, ce que l'on sait sur le sujet. On sait, dit-il, que l'algèbre des Grecs et celle des Indiens nous offrent déjà des commencements d'une notation mathématique. On est déjà, pardon, c'est moi qui ai fait un lapsus, d'une notation algébrique. On est déjà dans le cadre de l'algèbre et on regarde déjà le symbolisme uniquement dans le cadre de l'algèbre. C'est donc ce biais général d'intrication de l'histoire du symbolisme et de l'histoire de l'algèbre dont nous avons un témoignage ici. Je vais y revenir. Donc, les Grecs. Ils rappellent que Diophante a des signes pour l'inconnu. Est-ce que vous voyez ma souris? Oui, vous voyez ma souris, je pense. Vous la voyez sur l'écran ou pas? Oui. Donc, effectivement, Diophante a des signes
pour l'inconnu, c'est le fameux S qui est la dernière lettre d'arithmos, et ses puissances, il n'y a pas de puissance dans cette page, mais delta pour dynamis, etc. Et un signe pour le terme constant, c'est le M de Monas, auquel signe il joint les coefficients numériques figurés au moyen des lettres de l'alphabet. En outre, il a un signe, ici, pour exprimer la soustraction. Donc vous voyez que son regard sur l'écriture est guidé par la question où sont les signes pour les termes de l'algèbre, les signes pour l'inconnu, les signes pour les puissances, les signes pour le terme constant, les signes pour les opérations. Il poursuit, les algébristes indiens ont de plus des signes pour un nombre quelconque d'inconnus, une notation des puissances qui permet de l'appliquer d'une manière uniforme à toutes ces inconnues et une certaine méthode, quoique très imparfaite encore, de poser une équation. Je pense qu'il est clair qu'une fois de plus, il se concentre sur les éléments qui sont relatifs à l'algèbre et il va écrire l'équation en termes modernes à laquelle correspond cette équation en notation qu'on trouve dans un texte en sanskrit. En fait, il prend cette notation dans un ouvrage de Henry Thomas Colebrook, publié en 1817. Ce sont les textes mathématiques sanscrits qui sont connus dès le début du XIXe siècle, qui auraient pu être mentionnés par Biot. Et dans sa traduction du Bija-Ganita du XIIe siècle, Henry Thomas Colebrook garde des notations qui permettent d'écrire l'équation. Et donc ici, décrit Colebrook et à sa suite Wöbke, nous avons à nouveau une abréviation pour l'inconnu. Yavat-Tavat est représenté par simplement une syllabe, ya. Nous avons des notations pour les puissances. Et en fait, vous avez le premier terme de l'équation et en dessous, le deuxième terme de l'équation. Rou, c'est pour Rupa. Et donc, vous avez en gros le premier terme qui est égal le premier terme de l'équation qui est égal en dessous au second terme. Et donc, une fois de plus, nous avons des signes qui, comme dans le texte en grec, sont des abréviations. Et une fois de plus, nous avons l'insistance sur le fait qu'on cherche comment sont écrites les entités qui interviennent dans le contexte de l'algèbre. À ceci, Wöbke ajoute: il paraissait d'après cela que les Arabes étaient restés ou redescendus par rapport à la forme au-dessous de leur devancier. Vous voyez l'impact de l'histoire des mathématiques dans l'évaluation des peuples. C'est malheureusement quelque chose qui n'est pas resté qu'au XIXe siècle. On a encore beaucoup d'expressions de la sorte. Mais ce que fait Wöbke, c'est d'annoncer la publication d'un nouveau texte par Al-Khalasadi, un traité d'arithmétique, qui lui permet de contrer cette vue selon laquelle les Arabes étaient restés ou redescendus par rapport à la forme au-dessous de leur devancier. Et il publie ainsi un tableau qui illustre les notations de ce texte en arabe qu'il a trouvé. Vous voyez donc dans une colonne l'écriture moderne, dans une autre colonne l'écriture qu'on trouve dans le texte. Et une fois de plus, ici, mim pour mal, qui correspond au terme en x carré. Donc l'arabe, celui de droite à gauche, et l'écriture symbolique moderne de gauche à droite. Donc vous avez l'abréviation, la première lettre, qui est au-dessus du coefficient numérique. Ici, le ch pour shai au-dessus du coefficient numérique, plus 10x, shai la chose. Une abréviation encore, la première lettre. Le L pour égal,
et le 56, et vous pouvez regarder toutes les équations de la même manière. Donc aussi, ici, des notations qui sont perçues comme algébriques, ce sont des abréviations, et Wöbke se concentre sur trouver des modes d'écriture comparables à ceux de Viette. Il est donc toujours en train de chercher des choses qui seraient sur la ligne de développement qui irait jusqu'à Viette. Est-ce que la publication de ce traité, enfin la publication de ce symbolisme que Wöbke réalise dans cet article, aurait-elle pu changer la manière dont Biot s'exprime? Non seulement elle n'aurait pas pu changer sans doute la manière dont Biot s'exprime, mais à vrai dire, elle ne change même pas la manière dont Wöbke lui-même pense les choses. Il est à Paris, dans des milieux où il y a beaucoup de discussions sur l'histoire de l'algèbre, et il s'inscrit dans la continuité de Michel Schall, qui écrit, peu d'années avant son article, deux articles qui vont nous être, qui vont être intéressants pour nous dans la mesure où ils nous donnent des éléments d'analyse de l'intrication entre l'histoire du symbolisme mathématique et celle de l'algèbre. Donc voici ces deux textes que publie Michel Schall, ce géomètre qui a tant fait pour le développement de la géométrie qui deviendra la géométrie projective, s'est énormément intéressé à l'histoire des mathématiques et nous le suivrons ici sur la manière dont il pense l'histoire de l'algèbre et, en corrélation avec l'histoire de l'algèbre, l'histoire du symbolisme mathématique. Donc pour Schall, il existe deux types d'algèbres. Avant Viette, l'algèbre n'était que numérique, donc c'est assez courant. Les inconnus étaient représentés par des symboles ou par des mots. Les quantités connues étaient toujours des nombres et donc les calculs n'étaient faits que sur les nombres. Par contraste, la nouvelle algèbre de Viette est un calcul des symboles. Il ajoute que Viette a le premier, une formule assez jolie, figurer des calculs virtuels avec des lettres. Et donc vous voyez comment, dans sa conception de l'algèbre, il y a un lien indissociable entre algèbre et symbolisme. Et comment il définit le contraste entre l'algèbre avant Viette et celle à partir de Viette. Donc vous voyez ici cette intrication qui est due à une manière dont on peut penser l'algèbre. Ce texte, ou ces textes que je commente de Michel Schall, sont en fait écrits contre Guglielmo Libri, un mathématicien, historien des mathématiques italien qui a beaucoup vécu à Paris, et qui, lui, affirme que non, ce n'est pas Viette, c'est Fibonacci, un Italien, qui a introduit le premier la notation par lettres pour faire des mathématiques. Et l'argument de Schall pour contrer cette thèse est ce qui m'intéresse, puisque, selon Schall, si Fibonacci, de même qu'Euclide, a employé des lettres, Fibonacci, comme Euclide, comme d'autres, n'ont employé ces lettres que pour le raisonnement, pas pour le calcul. Leurs calculs, eux, ne portaient que sur des nombres, et donc c'est la raison pour laquelle, pour Schall, il n'y a pas d'opération algébrique, pas d'algèbre symbolique chez ces auteurs. Ce qui est important à ses yeux, chez Viette, c'est d'avoir créé les expressions et les formules algébriques et, j'insiste, cet art des transformations qui équivalent à de longs et pénibles raisonnements auxquels l'esprit humain ne pourrait suffire. C'est précisément ce type de transformation que Schall va essayer d'introduire en géométrie pour doter la géométrie de la même puissance qu'il trouve dans l'algèbre. Donc il y a un écho ici entre son travail sur la géométrie et sa réflexion sur l'algèbre, mais vous voyez ici
comment sa réflexion sur l'algèbre est indissociable de l'histoire du symbolisme. Et Wöbke va le suivre quand il dit que chez les Grecs, chez les Indiens, comme dans ce texte arabe qu'il a trouvé, nous n'avons que les commencements d'une notation algébrique, même si pour lui, chez Al-Khalassazi, cette notation est presque aussi complète qu'elle pouvait l'être tant que l'algèbre restait numérique. Autrement dit, il adopte cette opposition que Schall met en place entre une algèbre calcul des symboles qui figure les calculs virtuels à l'aide de formules et cette algèbre numérique antérieure à Viette. Vous aurez compris que si la question que l'historien doit poser est en matière d'histoire du symbolisme mathématique, si la question est quelqu'un avant Viette a-t-il fait ce que Viette a fait, on n'a pas beaucoup besoin de faire de travail pour répondre que probablement non. Mais est-ce que c'est la question que nous devons poser si nous nous intéressons au symbolisme? Je ne le pense pas. Toujours est-il que nous trouvons dans les différents écrits plusieurs manières de comprendre ce qu'est l'algèbre et systématiquement cette intrication entre l'histoire de l'algèbre et l'histoire du symbolisme mathématique. Je viens d'évoquer des historiographies qui cherchaient dans des textes anciens si on trouvait comment la manière dont Viette avait écrit les éléments algébriques. Voici une autre historiographie du symbolisme mathématique qui va s'appuyer cette fois-ci non pas sur y a-t-il des lettres pour dénoter les éléments de l'algèbre, une historiographie qui va plutôt suivre ce que Viette a écrit en utilisant des lettres pour écrire des entités. Il s'agit de l'historien soviétique des mathématiques Adolf Pavlovitch Yushkevitch, qui écrit en russe en 1961 une histoire des mathématiques au Moyen-Âge qui sera augmentée et traduite en allemand en 1964. Donc Yushkevitch a étudié les mathématiques, puis s'est tourné vers l'histoire des mathématiques en s'intéressant en particulier à Euler au XVIIIe siècle à l'Académie de Pétersbourg. Mais nous sommes en Union soviétique. En 1950, les autorités le contactent pour lui demander d'écrire une histoire globale des mathématiques au Moyen-Âge dans le contexte d'une politique à l'intention des républiques d'Asie centrale. Et donc, c'est ainsi qu'il se retrouve à commencer quelque chose de tout à fait nouveau et qu'il se retrouve à écrire le premier ouvrage qui traite de façon globale des mathématiques au Moyen-Âge. Il est très intéressé par la question du symbolisme et dans cet ouvrage, un siècle plus tard, il va couvrir le même matériau que Biot, Schall, Wöbke, mais à ceci, il va ajouter quelque chose grâce au fait qu'à l'époque, nous sommes dans les années 50, l'URSS a des contacts étroits avec la Chine et donc il peut rencontrer un historien des mathématiques chinois qui lui donne un livre d'histoire des mathématiques que Yushkevitch lit par les formules et les figures, dont il demande à un étudiant de lui traduire les pages qui l'intéressent en suivant les formules et les diagrammes. Et c'est ça qui l'amène à publier ce tableau qu'il intitule « Le symbolisme des algébristes chinois du XIIIe siècle ». Donc ici, Yushkevitch ne cherche pas un symbolisme du type de celui de Viette, mais il cherche un symbolisme qui écrit ce que Viette a pu écrire
avec ces lettres. Que trouve-t-il? Donc, vous avez, dans un premier temps, un système positionnel décimal dont les chiffres sont figurés à l'aide de baguettes. Je reviendrai tout à l'heure sur pourquoi. Donc vous avez certaines baguettes qui sont verticales, d'autres horizontales, d'autres verticales. Vous voyez une alternance verticale-horizontale. Ici, nous avons 4, ici, nous avons 2, mais comme ils sont à la 4e position, ici, nous avons 4000 et ici, nous avons 200 000. Tandis que ici, à position impaire, nous avons des baguettes verticales. Et donc, pour l'ordre de grandeur où est ce chiffre, il va s'agir de 4, donc 40 000. Ensuite, vous avez tout à fait à droite une baguette horizontale pour marquer le 5 et 3 baguettes verticales en dessous pour marquer, donc nous avons le 8 ici. Bon. Bref, au lieu d'écrire 1, 2, 3 pour dire 123, il y a 3 baguettes verticale, 2 baguettes horizontales, une baguette verticale. Oubliez les signes pour les chiffres et retenez simplement qu'il y a un système positionnel décimal du type de celui que nous utilisons. Par ailleurs, vous voyez ici que Yushkevich écrit des polynômes. Nous avons ici une notation positionnelle pour les polynômes, puisque nous avons le coefficient de x qui est au-dessus du terme constant, et on pourrait avoir le coefficient de x2 et le coefficient de x3 de façon positionnelle, donc il rapporte une notation positionnelle pour les polynômes, et également, même s'il ne le note pas de la même manière, une notation positionnelle pour les équations. Autrement dit, nous avons une manière d'écrire ce que Viet a pu écrire avec des signes, mais avec des positions. Yushkevich est également intéressé par la manière d'écrire des systèmes d'équations linéaires. En fait, ce qui correspond à la première équation linéaire ici est écrit comme une colonne de coefficients. Ce qui correspond à la deuxième équation, la deuxième colonne, etc. Donc il y a une écriture tabulaire aussi positionnelle pour les systèmes d'équations linéaires, et l'algorithme de résolution, nous sommes au 1er siècle, va s'appuyer sur l'écriture tabulaire des coefficients pour déterminer les solutions de ce système d'équations linéaires. Donc vous voyez qu'il trouve des notations différentes de celles que nous avons vues jusqu'à présent, mais vous voyez aussi qu'il se concentre sur ce qu'on a écrit à l'aide de symboles, c'est-à-dire équations polynômes. Voilà, dans un texte chinois, la manière dont le système d'équations linéaire est écrit. C'est ce système que j'ai marqué avec des notations modernes et puis que j'ai retranscrit avec des chiffres dits arabes. Donc, malgré le fait qu'il trouve des notations de ce type, Yushkevich reste persuadé que le vrai symbolisme a été introduit par Viet et en Europe. Or, ici, nous avons quelque chose d'intéressant puisque nous avons des positions qui écrivent les entités algébriques et non plus des abréviations. C'est donc une autre manière d'avoir l'intrication entre l'histoire de l'algèbre et l'histoire du symbolisme. C'est une autre manière d'avoir cette intrication que de se concentrer sur ce qui relève de l'algèbre. Ce qui va m'intéresser ici, c'est qu'en fait, ces écritures, il les découpe d'un contexte où elles ont un sens différent. Et donc, je vais m'intéresser à ce qu'il en est du contexte où il trouve
ces formules, où il trouve ces écritures, je vais m'intéresser à de quel contexte cela est tiré et qu'est-ce qui se passe si on ne se concentre pas sur ce qui est écrit pour l'algèbre, mais si on regarde ce qui est fait avec des positions dans ce contexte. Et je vais, dans un premier temps, me concentrer sur les sources en chinois. Je reviendrai sur d'autres sources par la suite. Et donc, de quelle pratique mathématique avec des positions est-ce que Yushkevitch extrait des notations qui notent des objets qui relèvent de l'algèbre? Donc, nous aurons, je vous ai donné une ligne de temps pour indiquer d'où viennent, de quelle période viennent les sources en chinois dont je vais parler. Donc, très rapidement, les sources mathématiques en chinois, nous avons des manuscrits, les derniers siècles avant notre ère, qui ont été trouvés dans des tombes. En fait, ce sont des découvertes très récentes. Nous avons des textes qui ont été transmis par la tradition écrite, qui ont été écrits entre 100 avant notre ère et 656. Nous avons également, aux alentours de l'an 1000, des manuscrits qui ont été trouvés en Asie centrale à Dunhuang, dans une cache. Et enfin, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, nous avons un certain nombre de livres de mathématiques qui ont été transmis par la tradition écrite. Alors, pour mon argument, je vais commencer par me concentrer sur les ouvrages du XIIIe siècle, ceux dans lesquels Yushkevitch trouve ses écritures d'équations et de polynômes qu'il rassemble dans un tableau. Donc voici un texte à lire de droite à gauche, un texte de Qin Qiushao. Vous avez dans chaque colonne les états du processus de résolution d'une équation. Une équation qui est écrite de façon positionnelle. Donc ici, vous avez le terme constant, le terme en x, le terme en x carré, le terme en x au cube et le terme en x puissance 4. Et la racine va être progressivement placée dans la ligne en haut. Donc vous avez un processus de résolution. Et donc vous avez ces fameux nombres écrits de façon positionnelle qui forment des colonnes qui, à nouveau, écrivent de façon positionnelle des équations. Deuxième auteur, là nous sommes en 1247, deuxième auteur, 1248-1259, qui insère des représentations de ce type à l'aide de baguettes dans son texte lié. Vous voyez qu'ici, on a une manière différente d'insérer des éléments qui ne sont pas discursifs dans le texte. C'est à chaque fois pour donner l'énoncé d'un résultat. Ce que j'ai surligné en bleu, ce sont les polynômes. On les reconnaît parce qu'ils ont un pointeur pour indiquer où est le terme constant, où est le terme en x. Et ce que j'ai surligné en rouge, c'est une équation qu'on reconnaît au fait qu'il n'est pas besoin de donner le terme constant, puisque l'équation, c'est terme constant plus terme en x, plus terme en x2, plus égale 0. Nous avons également des écritures de termes mathématiques auparavant dans les manuscrits de Dunhuang. Ici, je vous ai reproduit un manuscrit de Dunhuang. C'est une table de multiplication, donc une fois 9, 9, on va voir tout de suite. Et vous voyez, je vous dis que vous avez dans les colonnes des caractères chinois et au bas de la colonne, l'écriture à l'aide de baguettes des nombres en système positionnel, décimal. J'ai indiqué au-dessus des colonnes quel était le nombre qui figurait au bas de la colonne. Si je traduis
certains éléments de ce texte. Je vais traduire les caractères chinois en mots du français. Et je vais traduire les chiffres avec des baguettes en chiffres dits indo-arabes. Et vous voyez que vous avez d'abord une phrase, 1 fois 9 comme 9, 8 fois 8, 64. Tout est écrit en tout caractère, et à la fin, le résultat est répété avec une autre écriture. C'est-à-dire que jamais vous n'aurez, quand vous écrivez 8 fois 8, jamais vous n'aurez ce 8 qui sera écrit à l'aide des baguettes. Donc nous voyons que nous avons deux manières d'écrire les nombres dans cette page, deux manières qui ne sont pas interchangeables. Donc le système positionnel décimal, si nous avons à parler de 1234 poulets, je doute que nous écrivions MI2LE, DEUX, etc. Nous écrivons 1, 2, 3, 4 poulets. Ça ne se produit jamais dans ces textes, pas plus que dans les textes en arabe, pas plus que dans les textes en sanskrit. L'écriture 1, 2, 3, 4 est purement une écriture qui sert au travail mathématique. Et on voit cette opposition également de façon très claire dans ce texte, c'est toujours le texte de Tin Yu Sha, où nous avons des colonnes de texte qui alternent avec des colonnes de calcul. Dans le texte lui-même, on ne trouvera jamais 9 tsun écrit avec l'équivalent d'un chiffre indo-arabe. Nous ne trouverons le système positionnel décimal que dans les calculs. Donc j'ai ici surligné le 9 que je traduis comme 9. Et donc, ici, il y a quelque chose de particulièrement important. Nous avons deux types de signes numériques. L'un qui énonce la langue, qui écrit la langue plus exactement. L'autre, avec les baguettes, ici, qui ne sera jamais utilisé pour écrire la langue. C'est l'apparition de ce que j'appelle une pratique écrite en mathématiques, ou si vous voulez, une pratique purement écrite, c'est-à-dire l'apparition de signes qui n'écrivent pas la langue. C'est l'apparition de signes qui sont purement écrits et qui ne visent pas à transcrire la langue. Donc vous voyez, j'insiste, nous avons deux types de signes, ceux avec les caractères qui écrivent la langue et les autres qui emploient des positions et qui sont purement de l'ordre de l'écrit, purement de l'ordre du travail mathématique, et c'est sur ces signes écrits avec des positions que le travail mathématique va porter. Et ces signes écrits avec des positions, ils écrivent des nombres, ils écrivent des équations, ils écrivent des polynômes, et toutes ces notations sont des notations que j'appellerais écrites et purement écrites. Et donc, quand Yushkevitch distingue l'écriture de polynômes et d'équations, l'écriture de systèmes d'équations linéaires, il extrait de ces textes des notations qu'il reconnaît comme algébriques, alors qu'en fait, ces notations appartiennent à une couche de travail mathématique qui est beaucoup plus ample, qui inclut une certaine écriture des nombres, et ce sont toutes des écritures sur lesquelles le travail mathématique va porter. Nous avons ici des inscriptions dont aucune n'écrit la langue, qui sont des inscriptions qui sont faites purement pour le travail mathématique. C'est ce que je veux dire par des mathématiques comme une activité essentiellement écrite, c'est-à-dire que dans certains textes de mathématiques, on a
vu l'introduction de notations indépendantes de l'écriture de la langue et qui étaient des notations purement faites, purement élaborées pour le travail mathématique. Ça m'amène à un autre historien, Charles Burnett, qui a travaillé sur le système positionnel décimal, beaucoup dans les sources en arabe et en latin, qui, dans le cadre de son travail sur le système positionnel décimal, adopte une approche différente du symbolisme qui, à mon sens, éclaire des traits fondamentaux communs à toutes ces notations. Burnett remarque à propos des formules mathématiques: les notations mathématiques sont indépendantes du langage. Quand vous écrivez x carré plus ax égale b, je viens de verbaliser quelque chose qui est d'abord écrit et auquel on attache une verbalisation. Ce n'est pas quelque chose qui écrit une phrase d'une langue. Donc, les notations mathématiques sont indépendantes du langage. Nous avons vu comment on peut faire cette hypothèse à propos du système positionnel décimal. Il ajoute: les notations mathématiques sont symboliques, elles ne représentent pas les sons. En fait, si on inclut le chinois dans cette description, on voit bien que ce qui est en jeu n'est pas de représenter le son, mais d'écrire la langue, puisque les caractères chinois ne représentent pas le son, ils écrivent la langue. Donc en fait, les notations mathématiques sont symboliques, elles ne représentent pas la langue. Et donc, elles introduisent des manières d'écrire qui ne sont pas liées à l'écriture de la langue, des manières d'écrire qui sont purement écrites. Et Burnett continue: par suite, il n'y a pas besoin que différentes notations soient utilisées dans différents langages, même si ces langues sont écrites en des écritures différentes. Autrement dit, c'est parce que ces écritures sont indépendantes de la langue qu'elles circulent et qu'elles peuvent être partagées. Donc cette propriété d'indépendance de la langue est intimement corrélée à une spécificité du symbolisme mathématique qui est de circuler par-delà les frontières linguistiques. Et il continue: de nos jours, la notation mathématique est utilisée et comprise partout dans le monde par des Chinois, par des Arabes, par des mathématiciens chinois, arabes, russes ou américains. Et c'est là qu'ils se tournent vers le système positionnel décimal pour noter que ce système positionnel décimal correspondait à une notation symbolique et que c'est ce qui explique qu'elle a pu circuler, non pas seulement en sanskrit, mais dans les textes en syriaque, en arabe et ultérieurement dans des langues européennes. À son analyse, on pourrait ajouter le chinois et on pourrait ajouter le fait que clairement, dans ce que je vous ai montré dans les textes en chinois, ce système positionnel décimal était clairement utilisé indépendamment de l'écriture de la langue. Et donc il y a eu une ère de circulation de cette première notation écrite par-delà les frontières qui est absolument remarquable et qui nous amène à poser la question de savoir si nous ne devrions pas, c'est ce que fait Burnett et je le suis, considérer que ce système positionnel décimal fait partie de l'histoire du symbolisme mathématique. Donc, c'est ici que je reviens à ce tableau qui réunit ces trois types d'écriture, ces trois types de notation.
de fait, elles apparaissent dans les mêmes espaces. Nous avons différents espaces de la page, certains où nous avons seulement des caractères, d'autres où nous avons seulement ces inscriptions. Ces inscriptions apparaissent toutes écrites de la même manière, dans les mêmes espaces, et donc rien ne permet d'opposer ces inscriptions les unes avec les autres. Mais il y a plus. Burnett parle de circulation. Effectivement, si on regarde par exemple un texte en arabe, comme celui de Kushar ibn Laban, par exemple ici vous avez le texte où Kushar ibn Laban extrait une racine carrée, vous voyez que les nombres écrits en système positionnel décimal sont des figures, elles ne sont pas insérées dans le texte pour écrire la langue, mais ce sont des figures, et nous avons exactement le même type de travail tabulaire pour travailler en mathématiques sur la base de ces inscriptions. Donc nous avons non pas seulement le fait en commun d'avoir les mêmes types d'écriture, mais nous avons les mêmes types de travail mathématique sur ces inscriptions, et nous avons les mêmes manières d'insérer dans des espaces spécifiques de la page ces notations. En fait, si je reviens à la page que je projetais au début, j'ai surligné en gris ce que nous pouvons tous lire, même si c'est du chinois, mais j'aurais pu surligner les nombres. Vous voyez aussi que vous avez les nombres qui sont communs, tandis qu'ici, nous avons des nombres en rouge écrits en caractère chinois que vous ne pouvez pas lire. Donc il y a ces deux types d'écriture des nombres qui jouent un rôle différent. Autre chose qui a circulé, vous avez ici un texte de Sharaf ad-Din al-Tusi de la fin du XIIe siècle. C'est un texte qui recherche, c'est un texte sur les équations du second et du troisième degré. Pour les équations du troisième degré et du deuxième degré, il présente une nouvelle manière de rechercher les racines de ces équations, une manière numérique, également à l'aide du système positionnel décimal, également figurant sous la forme de figures dans le texte. On a exactement la même notation des équations dans des textes en chinois depuis le 1er siècle. Donc l'équation A égale x carré plus bx sera notée ainsi, ce qui correspond à la manière dont elle est notée, puis travaillée dans le texte de Sharaf ad-Din al-Tusi. Voilà l'essence de ce que je voulais dire, à savoir, il me semble qu'en mathématiques, il y a une histoire de l'élaboration de notations qui étaient des notations purement écrites, des notations qui n'écrivaient pas la langue et qui permettaient le travail mathématique. Je pense que cela peut donner une piste pour aborder l'histoire du symbolisme mathématique sous cet angle. Quelles sont les notations de ce type qui ont été élaborées? Comment ont-elles échangé? Comment ont-elles circulé? C'est la proposition que je fais au terme de cette première année de réflexion sur le symbolisme mathématique. Merci beaucoup pour votre patience.